On accueille nos invités avec plaisir. On est avec Anthony Martin-Smith. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On vous entend tous les jours en ce moment à 13h moins le quart, 1h moins le quart, dans les débats de l'été avec Maxime Trouleau et Benjamin Glaise, notamment pour parler des Jeux paralympiques, mais pas seulement. Vous êtes entrepreneur, judoka paralympique. Vous êtes vous-même, à titre personnel, déficient visuel. Vous êtes venu avec votre adorable chien guide dans le studio de Sud Radio et vous êtes double médaillé au championnat du monde. On est aussi avec Nicolas Méry. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue également sur Sud Radio, conseiller national accessibilité pour APF France Handicap, l'association des paralysés de France. L'accessibilité, problème numéro 1 pour nos auditeurs. Encore une fois, sur le compte Twitter de Sud Radio, vous nous expliquerez pourquoi. Et on accueille notre invité politique qu'on a le plaisir d'accueillir sur Sud Radio également. Fadila Khattabi, bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio également. Ministre démissionnaire, comme tous les autres, vous êtes délégué chargé des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci de nous accorder de votre temps ce matin sur Sud Radio, à une semaine des Jeux paralympiques de Paris. Alors, d'abord, la première question que j'aimerais vous poser, c'est sur la formulation de la question que j'ai eue. Quels que soient les efforts qu'on fait, on a l'impression qu'il y aura toujours du retard dans notre pays, quelle que soit la bonne volonté des uns ou des autres, sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous le confirmez aussi ou pas ? La question s'adresse à moi, je suppose. Madame la ministre. Oui, à nouveau bonjour. Oui, bien sûr qu'il y a de gros efforts à faire encore et des freins à lever. Il n'en demeure pas moins que ces dernières années, il y a eu une amélioration. Je pense par exemple à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, également concernant l'inclusion à l'école, en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap. Donc on avance sur le sujet, mais bien évidemment, il reste encore beaucoup à faire et notamment, il y a encore des freins, des préjugés, des inquiétudes, des peurs et c'est au pouvoir public, aux politiques, effectivement, de convaincre. Moi, je le dis toujours, nous sommes un pays de droit et les personnes en situation de handicap ont des droits et ces droits doivent être respectés. Et en priorité, bien sûr, c'est le droit de pouvoir à la fois se mouvoir, mais aussi s'insérer professionnellement à l'école, à l'université. Dans son travail. Alors, un autre aspect est important, c'est le problème matériel. Il concerne à des degrés divers tous les Français, mais c'était un de nos auditeurs qui s'exprimait sur Sud Radio il y a une petite demi-heure. Il s'appelle Emmanuel, lui-même est déficient visuel. Il nous expliquait qu'il reprochait à la majorité présidentielle, notamment à Emmanuel Macron, une revalorisation trop timide de l'allocation adulte handicapé, qui ne lui permettait pas à ce stade, quoi qu'on en pense, de vivre décemment. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, bien sûr, je dis à cet auditeur que les choses sont toujours perfectibles, mais regardons déjà, malgré tout, ce qui a été fait. À savoir une revalorisation de l'AAH de 200 € depuis 2018. Entre 2018 et 2024, il y a eu cette revalorisation de 200 €. Donc, il faut en prendre compte. Il y a eu également la déconjugalisation qui a été effectivement menée au cours de... C'est important d'ailleurs, on peut rappeler ce que c'est que la déconjugalisation, ça a l'air technique, mais... Bien sûr, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte les revenus du conjoint dans le calcul de l'allocation adulte handicapé, ce qui a permis à 120 000 personnes de bénéficier d'une augmentation, d'une revalorisation de 350 € supplémentaires, et pour certains c'est une moyenne, pour certains c'était plus. Pour le dire concrètement, en fait, si vous étiez en situation de handicap mais que votre conjoint ou conjointe avait un bon salaire, vous aviez une mauvaise allocation ou alors vous n'en aviez pas, ce qui faisait que vous étiez concrètement à la charge de votre conjoint. C'est ça que ça faisait. Et effectivement, c'était assez humiliant. Restez avec nous, Fadila Khattabi, bien sûr, ministre délégué, je le rappelle, chargé des personnes handicapées, notamment. J'aimerais qu'on fasse un tour de table avec nos autres invités, et notamment vous, Anthony Martin-Smith. L'allocation adulte handicapé, c'est très concret, évidemment, ça revient toujours, notamment dans les commentaires, c'est pas assez. Ça sera jamais assez de toute façon, puisque on prend systématiquement pour index de référence le seuil de pauvreté qui, malheureusement, avec l'inflation, augmente en permanence. Donc, ce sera jamais assez. On trouvera toujours des gens qui ne sont pas satisfaits des augmentations. Et on pourra toujours aussi trouver des gens qui, comme moi, pensent que ça va dans le bon sens. Madame la ministre le disait, on a dépassé la barre symbolique des 1 000 €.
Oui, on peut faire plus. Il y a d'autres dispositifs dont on ne parle pas assez. La prestation compensatoire handicap, la PCH, avec les aides techniques, les aides humaines, que bon nombre de personnes en situation de handicap d'ailleurs n'ont pas toujours le loisir de demander, soit parce qu'elles sont mal accompagnées, mal informées, soit parce qu'il y a des freins, surtout sur les maisons départementales des personnes handicapées, avec des critères d'admission qui sont variables selon le département dans lequel on est. Donc je crois que c'est ça aussi sur quoi il faut travailler. Et puis un autre sujet, moi en tout cas j'en ai été touché et concerné, c'est la PCH parentalité, qui était une première sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui rappelez-nous la signification de l'acronyme. Prestation compensatoire au handicap à la parentalité, et qui peut vous accompagner sur les 7 premières années de votre enfant pour vous aider à couvrir la surcharge. Donc oui, ça peut toujours être mieux. Pour autant, il y a quand même des choses qui sont allées dans le bon sens. Moi, je suis d'ailleurs un fervent réac par moment, mais pour le coup, quand il y a des choses qui vont bien et qui vont dans le bon sens, faut aussi le dire. Mais en tout cas, vous l'aurez dit sur Sud Radio, tout le monde peut dire ce qu'il veut. D'abord, c'est le propre de cette radio. On est avec notre troisième invité, que je n'ai pas oublié, qu'il me pardonne ce léger retard, et qui représente justement APF, France Handicap. Nicolas Méry, vous êtes conseiller national accessibilité. Quand on a posé la question à nos abonnés Twitter, on a demandé sur quoi il y avait le plus de retard. La réponse numéro 1, c'est la plus concrète, c'est l'accessibilité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on en est à 3 lois inappliquées depuis 49 ans. La première loi datée de 1975, elle n'a pas été appliquée, ni la loi de 2005. Et encore moins l'ordonnance de 2014. Ce sont des textes qui obligent, vous allez me corriger si je me trompe, les bâtiments publics à être accessibles aux personnes en situation de handicap à mobilité réduite. Oui, ce sont les ERP, donc les établissements recevant du public, qu'ils soient de nature publique ou privée, ainsi que les transports publics. Et il y a une coïncidence extraordinaire, c'est que l'échéance légale de cette loi tombe au 26 septembre 2024, soit 15 jours après les Jeux paralympiques. Et on peut s'apercevoir qu'effectivement, il y a un énorme retard. Et du coup, les chiffres que vous citez sont guère étonnants, puisqu'il y a 4 ans, on avait mené une enquête avec l'IFOP. On avait eu un panel de 12 000 répondants, dont 3 000 personnes valides. Donc, un quart des répondants étaient des personnes valides. Et le résultat final était 86% des personnes interrogées éprouvent des difficultés dans leur déplacement au quotidien dans leur ville. Oui, ce qui est considérable quand même, 86% effectivement. À ce propos, j'aimerais proposer à Anthony Martin-Smith de témoigner, parce qu'il vous est arrivé une mésaventure qui concerne précisément l'accessibilité à certains grands événements. Vous avez un coup de gueule à passer sur Sud Radio ? Effectivement, hier soir, je me suis rendu à Rock-en-Seine. Festival de musique. Exactement, dans le parc de Saint-Cloud, qui est censé recevoir la flamme paralympique le 25 de ce mois-ci. Et lorsque je me suis présenté à une plateforme PMR, et on m'a dit que je n'avais pas le bon bracelet, qu'il fallait un bracelet vert. Et je leur dis ok, où est-ce que je prends ce bracelet ? Et puis il me semble-t-il que ce n'est pas très légal. J'ai ma carte mobilité inclusion à vous présenter. Ah oui, mais ici ça ne marche pas. Mais comment ça ? C'est pas possible qu'une carte mobilité inclusion ne marche pas. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi et je ne suis pas en dessous. Et ils m'ont dit non, il faut que vous retourniez à l'entrée qui se trouvait à plus de 800 mètres et que pratique. Vous reveniez. Et donc je leur dis de la pénibilité de la personne handicapée. Vous en faites quoi ? Ah ça c'est pas notre problème. Vous savez, nous on est bêtes et disciplinés. Donc ça c'est un agent de sécurité qui me dit ça. Et puis je croise une personne en fauteuil qui elle de son côté me dit moi j'ai pas rempli le bon formulaire et donc j'ai attendu 30 minutes au parking que l'on veuille bien m'accueillir et accepter mon fauteuil. Donc oui, je suis un peu stupéfait aujourd'hui sur un festival aussi reconnu et culturellement impactant dans notre pays, qu'il y ait une interprétation de la loi de cette façon-là. Le problème, c'est pas la loi, parce que la loi, elle est là. La loi, je pense qu'elle est bien faite. Nos législateurs à l'époque l'ont quand même bien pensé. On peut toujours faire mieux, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Pour autant, je crois que la problématique, c'est est-ce qu'on veut l'appliquer ou est-ce qu'on veut la réinterpréter parce qu'on veut faire toujours mieux que la loi. En tout cas, c'est le sentiment, moi, que j'ai eu hier. Quand j'ai discuté avec cette personne handicapée, je me suis dit, je suis pas le seul à vivre ça, donc je vais en parler ce matin. Et ça veut dire que ça fait un autre combat à mener aussi pour vous, Fadila Khattabi ?
bien sûr, en fait, ce que je dis, le sujet du handicap, c'est l'affaire de toutes et tous, de tous les citoyens, de toute la société. Et si on veut faire en sorte de changer les choses, bien sûr, il y a ce que peut faire le politique, les associations qui sont extrêmement motivées et mobilisées également sur ce sujet-là, mais aussi il faut faire en sorte, quotidiennement, et c'est ce que je fais depuis maintenant plusieurs mois, faire preuve de pédagogie, rendre visible ce qui est aujourd'hui invisible, et parfois aussi c'est une question de bon sens. Là, je suis un peu désolée à ce qui est arrivé à monsieur Martin Smith, mais franchement, l'agent en question, à un moment donné, il faut aussi être c'est lui qui l'a dit, bête et discipliné. Oui, je sais, bien sûr, mais il a raison, ce coup de colère, je le comprends tout à fait, humainement, je le comprends également, mais il y a encore du travail, de la pédagogie à faire, de la formation à faire, et ce à tous les échelons. À tous les échelons de la société. Mais vous le dites, Madame Khattabi, il y a le politique qui a son rôle de régulateur, son rôle aussi de donner l'impulsion. L'année dernière, moi, j'avais eu un problème avec Uber, votre prédécesseur, je sais même pas d'ailleurs comment on le dit au féminin, prédécesseur Geneviève Darrieussecq, qui, lorsque j'avais été refusé très violemment avec mon chien guide, avait elle pris le taureau par les cornes, et vous avez suivi le dossier d'ailleurs avec beaucoup de vigilance. Donc le politique a un rôle évidemment, et moi je comprends et je partage le point de vue de Nicolas et de celui de l'APF, parce que on a toujours l'impression que par moment la loi elle sert juste de variable d'ajustement, ou qu'on sert nous-mêmes de variable d'ajustement, mais il faut aussi remettre le politique dans le paysage. Ouais, et en même temps casser les préjugés, tout simplement. Faire en sorte que le reste de la société y fasse attention et n'attende pas simplement des signaux politiques. On va en parler avec vous tous sur Sud Radio, et on va revenir aussi sur ce cri du cœur d'un athlète paralympique. Arrêtez parfois aussi de parler de nous comme si on était des super-héros, ou alors des Avengers. Parler de nous comme de personnes normales. Pourquoi on ne parle pas des personnes en situation de handicap comme de personnes normales? On va voir ça dans un instant sur Sud Radio, avec vous tous aussi au 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. 9h24 sur Sud Radio, J-7 avant le rallumage de la flamme, cette fois-ci pour les Jeux paralympiques. On en parle avec nos invités, l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société française. On est avec Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap. On est aussi avec Nicolas Méry, conseiller national accessibilité pour APF France Handicap, l'association des paralysés de France. Et puis Anthony Martin-Smith, judoka paralympique, notamment athlète champion, plusieurs fois multi-champion, on va le dire comme ça. Vous intervenez tous les jours à 12h45 sur Sud Radio cette semaine, à l'approche des Jeux paralympiques, dans les débats de l'été avec Benjamin Glaise et Maxime Troulot. 0826 300 300, la parole à notre auditeur. Pardon Eric, je vous ai appelé Emmanuel tout à l'heure, ça commençait par un E, je me suis juste trompé de ligne, ça peut arriver. Eric, j'aimerais qu'on parle avec vous, on va pas revenir sur ce que vous aviez soulevé plus tôt, puisqu'on a répondu à ce sujet sur l'allocation adulte handicapé, mais parlons des préjugés, les préjugés qui font que parfois, soit on est trop méprisant avec les personnes en situation de handicap dans la société, soit au contraire on surjoue la bienveillance. Est-ce que vous l'avez vécu aussi ? Oui, bien entendu. En plus, moi j'ai un fils qui a la ESH et tout, comme je disais tout à l'heure. Donc au niveau de l'éducation nationale, voilà, bien entendu, il y a des problèmes. Hein. Il y a eu une petite amélioration, mais bon, on est encore très très loin du compte. Par contre, je voudrais juste, s'il vous plaît, revenir sur ce qu'a dit Madame la Ministre. Excusez-moi, mais j'ai bondi de ma chaise. Vous allez le dire. Ça. Bon, alors répondez. Je voudrais bien lui parler. Fadila Khattabi est toujours avec nous. Elle nous écoute sur Sud Radio, je le rappelle. Ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap. Eric. Oui, on vous écoute. C'est bon, je peux? Bien sûr. Super. Bonjour Madame la Ministre. Excusez-moi, mais j'ai vraiment bondi de ma chaise quand j'ai entendu ce que vous avez dit sur la déconjugalisation et aussi sur l'allocation adulte handicapé, mais c'est pas possible d'entendre ça. Je vais faire très vite. Moi, je vais dire la vérité aux auditeurs. Quand est arrivé Emmanuel Macron, quand il était candidat, donc en 2017, il a dit: je passerai l'allocation adulte handicapé en dessus du seuil de pauvreté. On en est à moins 200. Quand il est arrivé, on était à moins 205 €. Donc, c'est une entourloupe. Première entourloupe. Après, quand vous dites que c'est vous la déconjugalisation, pendant 5 ans avec Madame Sophie Cluzel, vous avez tout fait pour pas avoir la déconjugalisation. Et comme vous n'aviez plus la majorité,
alors vous êtes senti obligé de le faire. Alors s'il vous plaît, laissez la déconjugalisation à l'opposition, comme M. Nicolas Dupont-Aignan, comme le Parti communiste, voilà, mais pas à vous, s'il vous plaît. Voilà, alors, est-ce que vous voulez répondre, Fadila Khattabi? Oui, je veux bien répondre. En fait, j'allais dire, les faits sont là. Bien sûr que c'est une réalité. Mais sur la déconjugalisation, il y avait eu aussi une prise de parole du président de la République et qu'il l'a annoncé pendant justement les élections. Donc c'était aussi une annonce. Et puis... notre système, je le répète, on s'était basé sur le fait que notre système de solidarité était basé ainsi sur sur le foyer, sur la solidarité familiale et la solidarité nationale. C'est la raison pour laquelle on était dans ce paradigme-là. Ensuite, les choses ont évolué et bien sûr, du fait du dialogue aussi avec les parlementaires, avec les associations, etc. Et il y a eu cette décision de faire la déconjugalisation. Je l'ai votée et je l'ai votée à deux mains et je ne regrette pas et c'est une belle avancée sociale. Je le dis. Quant à la revalorisation effectivement de la AH, elle a été revalorisée de 200 euros. L'allocation adulte handicapé. Ouais, adulte handicapé, pardon. Il y a tellement d'acronymes. C'est vrai. L'allocation adulte handicapé de 200 euros. C'est un fait. Après, j'entends Eric qui dit que bien sûr qu'on est encore en deçà. Je l'ai dit d'ailleurs très honnêtement que les choses sont encore bien sûr perfectibles. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu 200 euros de revalorisation. Ça, c'est factuel. Allez, on parle des préjugés. Si vous le voulez en un mot, oui. Eric, vous disiez vous-même qu'il y avait des préjugés à l'éducation nationale. Est-ce que vous avez un témoignage concret à ce sujet ? Non, parce que moi, ça se passe bien avec mon fils. Parce que faut le dire quand ça se passe bien, c'est important. Oui. Ça s'est bien passé il y a très très longtemps qu'il a eu une AESH. Donc, non, j'ai pas eu de gros problèmes. Si, j'en ai eu un petit peu... une phrase ou deux, mais bon, j'ai vite remis la personne en question. Tiens, justement, cet acronyme, accompagnant des élèves en situation de handicap, AESH. Merci, Eric, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Merci de m'avoir donné la parole. Toujours depuis Bourg-de-Péage. Et chacun ses versions. Hein. Bah, écoutez, chacun sa parole aussi. La parole est libre sur Sud Radio. Et c'est pour ça aussi. Je voudrais dire un mot. Moi qui étais quand même une ancienne enseignante et qui était aussi, j'ai été confrontée à cette problématique du handicap dans ma classe et je veux dire vraiment il y a eu un gros effort de fait, mais bien sûr qu'il y a encore beaucoup à faire. Vous parliez tout à l'heure des accompagnants élèves en situation de handicap, je le rappelle, c'est aujourd'hui c'est le deuxième poste d'éducation nationale, nous comptons 140 000 AESH à l'éducation nationale pour accompagner 470 000 enfants en situation de handicap, soit 40% de plus. Donc c'est encore perfectible, mais il y a eu un très très gros effort pour faire en sorte que les enfants puissent être accueillis dans de bonnes conditions à l'école. Alors nous avons augmenté le nombre d'AESH, mais ce qu'il faudrait faire dans cette deuxième étape, pour vraiment parfaire la qualité de l'accompagnement de l'enfant en situation de handicap à l'école, c'est de faire en sorte que les professionnels du médico-social puissent aussi intervenir en classe, à l'école, pour accompagner, c'est-à-dire par exemple, je pense à l'orthophoniste, etc., psychologue, etc., puissent intervenir à l'école, dans l'école de la République pour améliorer l'accompagnement de nos enfants. Allez, pour conclure cette émission, j'aimerais qu'on vienne sur ce petit coup de sang d'un athlète paralympique. C'est Sofiane Meyaoui, membre de l'équipe de France de basket fauteuil. Il sera aux Jeux paralympiques. Et il a piqué un coup de sang contre notre champion, multi-champion de judo des JO, Teddy Riner, qui qualifiait les athlètes paralympiques avec beaucoup de bienveillance de super-héros, d'Avengers. Réponse de Sofiane Meyaoui: arrêtez, vous ne nous rendez pas service en parlant de nous comme de super-héros. Tout ce qu'on veut, c'est être considéré comme des personnes normales, ni plus ni moins. Est-ce que vous comprenez ce coup de sang, Nicolas Méry, pour l'Association des paralysés de France, APF France Handicap ? Oui, c'est-à-dire que pour le dire autrement, je vais rappeler que la France a ratifié la Convention internationale des droits des personnes handicapées et à ce titre, l'ONU a rendu un rapport sur comment la France appliquait cette Convention internationale et il y a une phrase qui résume tout et qui dit: en France, les personnes handicapées sont perçues comme des objets de soins et non comme des sujets de droit. Et je pense que parmi toutes les thématiques qui n'avancent pas, et toutes les problématiques, je pense que cette phrase illustre véritablement la prégnance de préjugés avec une vision extrêmement médicale du handicap et donc du coup des personnes. Et avant de voir du coup des personnes, on voit des déficiences. Et donc il faut espérer que les Jeux paralympiques créent une véritable prise de conscience, un électrochoc
pour montrer qu'effectivement la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur déficience, ce n'est pas du tout la même vie que pour les personnes valides. Effectivement, mais qu'en tout cas les personnes sont exactement égales. Fadila Khattabi ? Oui, je pense que notre grand champion Teddy Riner l'a dit peut-être en pensant bien faire, par peut-être méconnaissance. Mais effectivement, les personnes en situation de handicap veulent qu'on les considère comme des citoyens, des citoyennes à part entière. Et on voit d'ailleurs les choses, parfois on peut dire les choses un peu de manière maladroite, par méconnaissance. Quand je regarde par exemple le film Un petit truc en plus, bouger les lignes. Et j'espère que nos Jeux paralympiques vont faire bouger les lignes, changer le regard pour pouvoir changer la vie des personnes en situation de handicap. Et le film est un véritable succès. 10 millions d'entrées. C'est un carton, ça veut dire que la société française n'est pas indifférente. Mais parfois, se comporte de manière un peu maladroite par méconnaissance. Et le film, véritablement, rend visible le quotidien des personnes en situation de handicap, mais sans misérabilisme. Et en même temps, on se pose des questions, on dit « Ah oui, c'est vrai que là, il y a un problème, il y a des freins, etc. » Et donc, les jeux, les artistes, par le biais de ce film, par exemple, on peut faire changer les choses. Moi, je reste quand même optimiste, mais encore faut-il effectivement qu'il y ait de la volonté, et puis parfois, il faut secouer le cocotier de tous les acteurs pour avancer cette belle cause, parce que si nous voulons faire en sorte que la société soit juste et inclusive, il faut parfois taper un peu du poing sur la table et se dire attention, voilà, il y a des choses à ne pas dire, il y a des choses à faire, et il y a encore des choses, bien sûr, perfectibles, je veux le dire. Et le mot de la fin. Et pourquoi, madame Alors, vous avez une question, allez-y. Oui. Nicolas Méry, pour APF France Handicap. Oui, c'est pourquoi, madame la ministre, ça serait bien que l'État puisse veiller quand même à l'application de la loi, notamment à travers son travail de pédagogie, qu'il ne fait pas forcément, et son travail de sanction et de contrôle. Notamment pour l'accessibilité. Il y a énormément d'agents de l'État pour faire appliquer, contrôler et sanctionner les acteurs récalcitrants. Parce que ça fait 49 ans que ça dure. Ça fait 49 ans. Je comprends la patience des personnes et de l'APF sur le maillon faible qui est l'accessibilité. Alors là, sur cette année, sur ces dernières années, on essaie de faire avancer les choses, notamment sur les établissements recevant du public, puisque on a mis en place le Fonds territorial d'accessibilité pour permettre justement à tous les commerçants, hôteliers, restaurateurs, etc., de les aider un coup de pouce pour la mise en accessibilité de leurs bâtiments. Ça démarre tout doucement, mais il reste encore beaucoup à faire. On a préféré effectivement les aides financières plutôt que des sanctions. Avec le Fonds territorial à l'accessibilité notamment. Voilà, le Fonds territorial de 300 millions d'euros. Les cabinets médicaux aujourd'hui aussi, ils peuvent bénéficier de ces aides. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la responsabilité de toutes et de tous. Et je dis par exemple aux élus locaux, quand ils sont contents de trouver un médecin, alors qu'on parle de désert médical, quand on l'installe dans un cabinet, faisons en sorte que ce cabinet soit obligatoirement accessible et ne dérogeons pas. Parce que sinon, c'est toujours le chat qui se mord la queue. On met des aides pour améliorer l'accessibilité. D'un autre côté, on déroge. Donc, plus de dérogation, il faut y aller. Et il faut que tout le monde prenne conscience que c'est un vrai problème. Les personnes en situation de handicap ont le droit de se mouvoir en toute sécurité dans la société et de manière autonome. Le mot de la fin en 30 secondes, Anthony Martin-Smith. Qu'est-ce que vous répondez à Teddy Riner ? Merci, mais je ne suis pas un Avenger ? Merci, mais je ne suis pas un Avenger. Non, Teddy, je l'aime beaucoup et il le sait. Et en fait, c'est de la maladresse, madame. Oui. Je partage le point de vue de madame Khattabi. Oui, c'est de la maladresse. C'est quelque chose, malheureusement, qu'on voit très souvent dans notre société. C'est la projection de ses propres peurs sur l'autre. Et moi, comment je ferais à sa place ? Ça me paraît complètement insurmontable. Non, en réalité, un athlète de haut niveau aujourd'hui paralympique ou une personne en situation de handicap, c'est une personne totalement ordinaire qui fait avec des circonstances extraordinaires. Écoutez, merci de l'avoir dit sur Sud Radio. Anthony Martin-Smith, on vous retrouve tout à l'heure à 12h45 dans les débats de l'été. On va parler judo. Ça tombe bien, justement, c'est votre spécialité. On en parlera avec Benjamin Glaise et Maxime Trollo dans les débats de l'été. À tout à l'heure. Merci à vous, Fadila Khattabi. Je le rappelle, ministre délégué chargé des personnes en situation de handicap. Et merci à notre invité Nicolas Méry pour APF France Handicap. Il est 9h36 sur Sud Radio. À suivre, on va parler des grandes histoires criminelles françaises. C'est avec Julie Rigoulet du Nouveau Détective.